Bonjour et bienvenue sur math-sup.fr. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée par une étudiante de première année concernant son cours de logique et qui, je pense, intéressera un certain nombre d'entre vous. Pour répondre à cette question, je ne vais pas rappeler tous les concepts issus de la logique formelle. Donc, si vous voulez suivre cette vidéo, il faudra que vous ayez vu au préalable au moins le début d'un cours d'introduction à la logique que l'on aborde généralement en première année universitaire. On m'a posé récemment la question suivante: pourquoi l'implication logique est-elle définie comme ceci? Alors cette question est particulièrement intéressante car elle montre que la logique que l'on qualifie très souvent de naturelle n'est en fait pas si naturelle que ça, parce que si elle était naturelle, nous n'aurions pas de difficulté à comprendre cette définition. Dans cette vidéo, nous allons voir que la difficulté à comprendre cette définition provient de la coexistence de plusieurs modes de pensée. Je vais vous montrer qu'il existe au moins deux modes de pensée en mathématiques. Un mode de pensée que j'appellerais la pensée calculante et un autre mode de pensée que j'appellerais la pensée raisonnante. Une opinion courante consiste à croire qu'à l'aide de la logique formelle, il serait possible de reproduire la pensée mathématique sous forme de calcul logique. La pensée raisonnante pourrait ainsi se réduire à de simples calculs, et inversement, des calculs pourraient se traduire en pensée raisonnante. Or cette opinion est une erreur, car il existe des situations où ces deux modes de pensée ne se recouvrent pas parfaitement, et c'est en particulier le cas pour l'implication logique. Ce que je vais vous montrer ici, c'est que l'implication logique ne peut être complètement définie à l'aide de la pensée raisonnante, et que si nous voulons une définition qui réponde parfaitement au cadre formel, eh bien nous allons avoir besoin de recourir à la pensée calculante et à sa logique propre. Ainsi, vous comprendrez pourquoi l'implication est définie sous la forme particulière que l'on trouve dans les livres, et aussi pourquoi cette définition pose problème, car elle n'est pas le simple fait de traduire le mode de pensée courant. Dans certains cas, la formalisation d'un raisonnement se fait sans difficulté. C'est le cas par exemple de la conjonction « et ». En effet, dans les raisonnements mathématiques, il est fréquent de demander que deux propositions soient vérifiées simultanément. Et on énonce cela en disant « je veux la proposition 1 et je veux la proposition 2 ». Formellement, on traduit ce type de raisonnement en introduisant la proposition mathématique P et Q, qui sera considérée comme étant vraie lorsque les propositions P et Q sont vraies simultanément, et fausse sinon. Chose qui se résume alors à l'aide d'un tableau de vérité que vous connaissez bien, qui permet de réduire ce raisonnement à un simple calcul. Maintenant, examinons le cas de l'implication P implique Q. Dans la pensée courante, cette implication signifie que si P a lieu, alors Q doit aussi avoir lieu. Ou si vous préférez, si P est vrai, alors Q doit être vrai. De sorte que les deux premières lignes du tableau de vérité suivant vont se remplir facilement. Dans la première ligne, P et Q sont vrais, et comme dans le langage courant, si P est vrai, alors nous devons avoir Q est vrai, eh bien nous avons envie de dire que cette implication sera vérifiée. Donc nous mettons vrai sur la première ligne. Dans la seconde ligne, P est vrai et Q est fausse. Or, le langage courant dit habituellement que si on a P implique Q, si P est vrai, nous devons avoir que Q est vrai. Donc Q ne peut pas être fausse. Donc dans ce cas de figure, eh bien, nous allons considérer que notre implication n'est pas vérifiée et nous allons mettre faux sur cette deuxième ligne. Mais dans les deux lignes suivantes, les choses se compliquent, car il existe plusieurs manières de concevoir l'implication dans le langage courant, et ces différentes conceptions peuvent conduire à des définitions formelles différentes. Avant d'examiner la définition formelle qui est retenue en mathématiques, et de vous expliquer pourquoi elle est retenue, eh bien je vous propose d'examiner quelques-unes de ces conceptions pour vous montrer la difficulté de poser une définition qui se baserait uniquement sur une pensée raisonnante. La première conception que l'on peut rencontrer dans le cadre de la pensée raisonnante, c'est celle qui consiste à suspendre son jugement sur la véracité de l'implication P implique Q lorsque P est fausse. Par exemple, si je considère la phrase suivante: « Si il pleut, alors mon jardin sera arrosé ». Dans le cas de figure où il ne pleut pas,
eh bien je ne peux pas conclure au fait que mon jardin soit arrosé ou non. Par exemple, s'il ne pleut pas, je peux très bien décider d'arroser mon jardin au jet d'eau, et dans ce cas-là, mon jardin sera arrosé. Mais s'il ne pleut pas, je peux aussi décider de ne pas arroser mon jardin, et mon jardin sera sec. Par conséquent, lorsque nous avons l'implication P implique Q, lorsque P est faux, eh bien nous ne pouvons rien conclure quant à la véracité de Q. Parfois Q sera vraie, parfois elle sera fausse. Nous avons alors envie de dire que, dans ce cas de figure, l'implication P implique Q ne prend pas de valeur de vérité bien définie, ou bien alors il faudrait inventer une vérité tierce qui exprimerait le doute ou bien l'interrogation. Malheureusement, la logique formelle que l'on aborde en première année nous interdit de suivre cette conception, car cette logique repose sur les trois principes suivants. Le premier principe affirme qu'une proposition mathématique doit prendre impérativement une valeur de vérité. Par conséquent, pour définir formellement l'implication P implique Q, eh bien, il n'est pas possible de laisser une case vide dans le tableau de vérité. Il faut impérativement mettre une valeur de vérité dans toutes les cases. Le second principe affirme qu'une proposition mathématique ne peut prendre que deux valeurs de vérité possibles, vrai ou faux. Il n'y a donc pas de valeur de vérité alternative qui nous permettrait d'exprimer le doute, par exemple. Et puis, le troisième principe affirme qu'une proposition mathématique ne peut pas être simultanément vraie et fausse. Et là encore, c'est dommage, car cela aurait pu être pour nous une porte de sortie qui consisterait à dire que comme l'implication est parfois vraie et parfois fausse, alors il aurait été possible de considérer qu'elle est à la fois vraie et fausse. Eh bien ceci est interdit. Par conséquent, pour respecter ces principes de la logique formelle, nous sommes obligés de rejeter cette conception qui consiste à suspendre son jugement, ou bien émettre une interrogation, ou bien un doute. Sachez cependant qu'il existe d'autres constructions logiques basées sur d'autres principes que ceux que j'ai dictés ici. Notamment, il y a ce que l'on appelle la logique multivaluée, qui autorise à ce qu'une proposition mathématique prenne d'autres valeurs de vérité que le vrai ou le faux. Et puis il y a aussi la logique floue, qui autorise à ce qu'une proposition mathématique soit à la fois vraie et à la fois fausse, mais dans une certaine proportion. Cependant, ces logiques ne sont pas enseignées en première année, donc nous allons nous plier aux principes qui ont été édictés ici. Considérons maintenant une autre conception qui consiste à dire la chose suivante. Si nous avons une proposition P qui est fausse, alors l'implication P implique Q sera automatiquement fausse, avec l'idée que si nous avons une hypothèse fausse, tout ce qui suivra sera nécessairement faux, donc autant considérer que l'implication sera fausse. Avec cette conception, le tableau de vérité pour définir l'implication va prendre les valeurs fausses sur les deux dernières lignes et aura donc la forme suivante. Mais cette conception est contestable. En effet, on pourrait lui rétorquer que ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir si l'hypothèse P est vraie ou fausse, mais de savoir s'il y a, oui ou non, une relation de cause à effet entre P et Q. Par exemple, si je vous dis la phrase suivante, « Si j'étais une femme, alors je pourrais allaiter mon enfant ». Il se trouve que je suis un homme, donc l'hypothèse être une femme est fausse dans mon cas. Et pourtant, si je faisais comme si j'étais une femme, eh bien oui, je pourrais allaiter mon enfant. J'ai donc envie de dire que cette implication est vraie, car il y a une relation de cause à effet entre l'hypothèse et la conclusion. Et donc dire de manière systématique que l'implication est fausse dès que l'hypothèse est fausse ne reflète pas vraiment la valeur de vérité de l'implication. Avec cet argument, il semble donc préférable de rejeter cette définition formelle de l'implication. Maintenant, partons de la conception qui a contesté la conception précédente, à savoir, ce qui compte, c'est la relation de cause à effet entre P et Q. Comme nous l'avons vu tout à l'heure avec notre phrase « s'il pleut, alors le jardin sera arrosé », en partant d'une hypothèse fausse, je peux arriver à une conclusion qui sera soit vraie, soit fausse. Donc autant dire que l'implication P implique Q sera systématiquement vraie quand P est fausse. Ceci nous conduit à mettre vrai dans les deux dernières lignes du tableau de vérité qui définit l'implication. Mais ceci est à son tour contestable, car il est possible de trouver des exemples où la relation de cause à effet ne va pas suivre ce tableau de vérité.
Par exemple, imaginons que votre meilleure amie Julie, qui est une femme, vienne vers vous et vous dise « Si j'étais un homme, alors je pourrais allaiter mon enfant ». Nous avons envie de dire que cette implication est fausse, car un homme ne peut pas allaiter son enfant. D'autre part, ici, c'est une femme qui prononce cette phrase. Par conséquent, la proposition « être un homme » est fausse. On a donc ici un exemple d'implication P implique Q qui est fausse avec la proposition P qui est fausse. Et ceci ne cadre pas avec la définition qui vient d'être posée. On a donc, encore une fois, envie de rejeter cette définition. Alors nous pourrions continuer encore et encore à exposer des conceptions qui conduiraient à des définitions formelles qui seraient à leur tour réfutées par des exemples jusqu'à épuisement de toutes les définitions possibles. Et nous verrions alors que la pensée raisonnante ne peut se réduire aussi facilement à des formules. La question se pose alors, comment trancher le débat ? Car la logique formelle nous impose que l'on définisse proprement, en utilisant ces règles, le concept d'implication. Le point de sortie consiste à regarder en face en quoi consiste la logique formelle. La logique formelle est avant tout une pensée calculatoire. En effet, si vous avez déjà effectué des manipulations avec des tableaux de vérité, par exemple pour établir des équivalences comme les lois de Morgan, vous vous êtes certainement rendu compte que, contrairement à la pensée usuelle, la logique formelle ne se soucie pas du contenu des propositions mises en jeu. Elle se contente simplement d'effectuer des transformations à partir des valeurs de vérité des propositions. Par conséquent, au lieu de chercher à produire une définition de l'implication qui consisterait à reproduire la pensée raisonnante, nous allons plutôt nous concentrer sur quel calcul nous aimerions que l'implication vérifie. Et vous allez le voir, ceci va nous permettre de fixer notre définition de l'implication. Je vais vous présenter deux approches calculatoires pour construire notre définition. La première approche repose sur un lien que l'on aimerait avoir entre équivalence et implication, et la seconde approche s'appuie sur un lien que l'on aimerait avoir entre l'implication et la contraposée. Alors commençons par traiter la première approche. Celle-ci repose sur deux règles. Première règle, on aimerait que notre définition soit distincte de celle de l'implication logique. Et puis deuxième règle, on aimerait que notre définition vérifie le calcul suivant, P est équivalent à Q, est équivalent à P implique Q et Q implique P. Et vous allez voir que ces deux règles suffisent à déterminer une définition de l'implication logique à partir du tableau de vérité que nous avons commencé à remplir tout à l'heure. Pour trouver notre définition, nous allons partir du tableau de vérité que nous avons commencé à remplir tout à l'heure et énumérer toutes les possibilités pour finir de le remplir. Nous avons en fait 4 possibilités. Soit nous mettons vrai et vrai dans les 2 dernières lignes du tableau, soit nous mettons vrai et faux dans les 2 dernières lignes du tableau, soit nous mettons faux et vrai, soit nous mettons faux et faux. Examinez maintenant la troisième possibilité. Il se trouve que celle-ci correspond au tableau de vérité de l'équivalence. Or, nous avons édicté comme règle que notre définition doit être distincte de l'équivalence logique. Nous devons donc rejeter cette possibilité, et il nous reste alors 3 choix possibles. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est examiner un par un ces choix pour montrer qu'un seul d'entre eux permet de vérifier la règle P est équivalent à Q, est équivalent à P implique Q, et Q implique P. Et nous allons commencer par regarder le deuxième tableau. Partons de la définition de l'implication que nous avons sélectionnée. Donc ici, nous avons que vrai implique vrai est considéré comme étant vrai implique faux est considéré comme étant faux implique vrai est considéré comme étant vrai, et faux implique faux est considéré comme étant faux. Et avec cette définition, calculons la proposition qui se trouve ici pour en donner le tableau de vérité, et regardons si ce tableau de vérité se trouve être le même que l'équivalence. Si c'est le même, c'est que ces deux propositions logiques sont équivalentes. Si ça n'est pas le même, c'est qu'elles ne sont pas équivalentes et nous rejetterons notre définition. Alors la première chose que l'on peut commencer par faire, c'est remplir le tableau de vérité de l'équivalence logique. Alors je vous rappelle, P est équivalent à Q est considéré comme étant une phrase vraie lorsque P et Q ont même valeur de vérité, et considéré comme fausse sinon.
Alors ici, nous avons que P et Q sont toutes les deux vraies, elles ont même valeur de vérité, donc c'est vrai. Ici, nous avons vrai et faux, elles n'ont pas la même valeur, donc c'est faux. Ici, nous avons faux et vrai, elles n'ont pas la même valeur, donc c'est faux. Par contre, ici, elles sont toutes les deux fausses, donc c'est considéré comme étant une proposition logique vraie. Maintenant, calculons toutes ces colonnes. Alors, P implique Q, eh bien, il suffit de recopier la définition qui se trouve ici. Donc nous avons vrai, faux, faux. Pour la deuxième colonne, il faut faire attention, puisque le rôle de Q et de P a changé. Donc nous voulons savoir, est-ce que Q implique P? Ici, ça fait vrai implique vrai. On regarde dans le tableau, vrai implique vrai, considéré comme étant vrai. Donc nous mettons vrai ici. Ensuite, donc Q implique P, c'est-à-dire faux implique vrai. On regarde dans le tableau, faux implique vrai, considéré comme étant vrai. Ensuite, toujours Q implique P, ça fait vrai implique faux. Vrai implique faux, c'est considéré comme étant faux avec cette définition. Et enfin, Q implique P, donc faux implique faux, on regarde dans le tableau, c'est faux. Maintenant, nous allons faire un et logique entre ces deux propositions pour trouver le tableau de vérité de cette proposition. Alors je vous rappelle, le et donne vrai lorsque les deux propositions sont vraies et faux sinon. Alors ici nous avons vrai et vrai, donc vrai. Ici on a faux et vrai, donc faux. Vrai et faux, donc faux. Et faux donne faux. Et maintenant comparons les deux tableaux, celui-ci et celui-là. Eh bien, nous voyons que à cet endroit-là, il y a une différence. Comme il y a une différence, c'est que ces deux propositions logiques ne sont pas équivalentes, et comme elles ne sont pas équivalentes, eh bien, nous allons rejeter cette définition de l'implication. Nous avions trois possibilités de définition, et puis nous venons de voir que l'une d'entre elles ne convenait pas. Donc on la jette. Maintenant, examinons celle-ci pour voir si elle convient pour respecter la règle P équivalent à Q est équivalent à P implique Q et Q implique P. Je fais le même travail que tout à l'heure avec la nouvelle définition de l'implication, mais cette fois-ci je vais aller un petit peu plus vite. Alors, on remplit avec cette nouvelle définition la colonne de P implique Q, ce qui va nous donner vrai, faux, faux, faux. Ensuite, on remplit la colonne Q implique P, qui nous donne vrai, faux, faux, faux. Ensuite, on fait un et logique sur ces deux dernières implications, ce qui nous donne vrai, faux, faux, faux. Et quand on compare avec le tableau de vérité de l'équivalence logique, eh bien on se rend compte que ces deux tableaux ne sont pas les mêmes. Par conséquent, il n'y a pas équivalence entre P implique Q et Q implique P, et P est équivalent à Q. On doit donc à nouveau rejeter cette définition. Nous avions deux définitions, nous venons d'en rejeter une. Regardons si la définition qui nous reste à disposition vérifie la propriété calculatoire qui nous intéresse. Complétons à nouveau ce tableau avec notre nouvelle définition. Dans la colonne P implique Q, nous mettons vrai, faux, vrai, vrai. Dans la colonne Q implique P, nous allons avoir vrai, vrai, faux, vrai. Ensuite, on effectue un et logique entre ces deux implications, ce qui nous donne vrai, faux, faux, vrai. Et si vous comparez les deux dernières colonnes de ce tableau, eh bien vous vous rendez compte qu'elles sont identiques. Par conséquent, cette définition de l'implication vérifie la règle que nous nous sommes imposée. Par conséquent, cette définition est la seule pour laquelle nous pouvons mettre vrai et faux sur les deux premières lignes du tableau de vérité, qui soit d'autre part différente de la définition de l'équivalence logique, et qui en outre permet de vérifier la règle P implique Q et Q implique P équivalent à P équivalent à Q. Maintenant, nous allons voir une seconde approche calculatoire qui va nous conduire, elle aussi, à la même définition de l'implication logique. La seconde approche que je vous propose pour construire la définition formelle de l'implication s'appuie sur le principe de contraposition. Alors je vous rappelle brièvement de quoi il s'agit. Imaginons que vous ayez une implication du type P implique Q, comme dans la phrase suivante. S'il pleut, alors le jardin sera arrosé. Supposons un instant que le jardin ne soit pas arrosé.
alors forcément c'est qu'il n'a pas plu, car s'il avait plu, le jardin devrait être arrosé, et le jardin ne peut pas être à la fois arrosé et pas arrosé. Nous avons donc la phrase suivante, si le jardin n'est pas arrosé, c'est qu'il n'a pas plu, c'est-à-dire la phrase non Q implique non P. Si on traduit ce raisonnement de manière formelle, nous avons montré que P implique Q implique que non Q implique non P. Et comme ce raisonnement peut se retourner, nous devrions avoir que P implique Q est équivalent à non Q implique non P. Cette équivalence est ce que l'on appelle le principe de contraposition. Maintenant, revenons à la construction de la définition de l'implication logique. Nous allons à nouveau fixer deux règles. Première règle, comme tout à l'heure, on veut que notre définition soit distincte de celle de l'équivalence logique. Et puis deuxième règle, nous allons imposer que notre définition vérifie le principe de contraposition, c'est-à-dire le calcul P implique Q est équivalent à non Q implique non P. Et comme vous allez le voir, ces deux règles vont nous conduire à la même définition de l'implication logique que tout à l'heure. Pour construire notre définition, nous aurions pu procéder comme tout à l'heure en faisant une énumération de toutes les définitions possibles et en sélectionnant celle qui convient. Mais il y a un raisonnement un tout petit peu plus direct qui consiste à partir de la définition incomplète de l'implication et à partir de cette définition de construire les valeurs de vérité de la contraposée. Et je vous le rappelle, nous voulons que l'implication soit équivalente à la contraposée. Eh bien, nous allons adapter cette colonne pour qu'elle soit identique à la colonne de la contraposée. Alors, construisons ce tableau. D'abord, calculons non Q. Donc la négation de vrai, c'est faux. La négation de faux, c'est vrai. La négation de vrai, c'est faux. Et la négation de faux, c'est vrai. Ensuite, on calcule non P. Donc ça va nous donner la négation de vrai, c'est faux. La négation de vrai, c'est faux. Négation de faux, c'est vrai. Et négation de faux, c'est vrai. Et maintenant, calculons non Q implique non P à l'aide de ces deux règles ici. Alors nous avons que vrai implique vrai est considéré comme étant vrai. Donc ici nous avons vrai et vrai. Vrai implique vrai est considéré comme vrai. Ensuite, vrai implique faux est considéré comme étant faux. Donc ici nous avons vrai implique faux. Nous mettons faux à cet endroit. Comme nous voulons que cette colonne et cette colonne soient identiques, eh bien, nous aimerions avoir la valeur vraie à cet endroit du tableau et la valeur vraie à cet endroit du tableau. Alors remarquez que si on met la valeur vraie ici, on a faux implique faux est considéré comme étant vrai, et ici c'est cohérent, hein, faux implique faux est considéré comme étant vrai. Pour finir de poser notre définition, eh bien, il nous reste ici une case à remplir. Pour finir de remplir notre définition de l'implication, nous avons deux choix possibles. Soit nous mettons vrai dans la case vide, soit nous mettons faux dans la case vide. Mais regardez ce qui se passe lorsque nous mettons faux dans la case vide. Eh bien, nous reconnaissons la définition de l'équivalence logique. Or, nous voulions que l'implication logique soit définie différemment de l'équivalence logique. Par conséquent, nous rejetons cette deuxième possibilité et nous conservons la définition avec vrai, faux, vrai, vrai dans la colonne P implique Q. Pour terminer, il faut vérifier que la définition que l'on vient d'établir de l'implication permet de dire qu'il y a équivalence entre l'implication et sa contraposée. Donc ici, nous avons trouvé la valeur vraie pour cette troisième ligne. Donc nous savons que faux implique vrai est considéré comme étant une phrase vraie. Et donc si on veut remplir le trou qui se trouve ici, bien on regarde ici, nous avons faux implique vrai qui va nous dire que ceci est vrai par la définition qui se trouve ici. Et regardez, la colonne qui est ici est identique à la colonne qui se trouve ici. Par conséquent, nous avons que P implique Q est équivalent à sa contraposée, non Q implique non P. Et donc, la définition que l'on vient de poser de l'implication vérifie les deux règles que nous nous sommes imposées.
Comme nous venons de le voir, l'implication utilisée dans le cadre de la pensée résonante ne se traduit pas facilement en formule. Par exemple, nous avons vu qu'elle pouvait être vue comme lien de cause à effet entre une hypothèse et une conclusion. Or, si vous regardez l'implication d'un point de vue formel, celle-ci ne s'occupe pas du tout du lien de cause à effet. Elle se contente de prendre les valeurs de vérité de deux propositions, puis de renvoyer une valeur de vérité. Elle opère donc dans le registre des calculs. Comme l'implication logique relève plus de la pensée calculante, il n'est pas surprenant que pour en fixer une définition, nous ayons eu besoin de recourir au calcul. Et aussi que cette définition nous paraît surprenante quand on la découvre pour la première fois. Sachez que pour tourner cette vidéo, je me suis fortement inspiré de la thèse de Virginie Deloustal-Joran consacrée à l'implication mathématique, thèse dans laquelle j'ai puisé plusieurs exemples ainsi que la construction de la définition de l'implication à l'aide de la contraposée. Alors si vous êtes intéressé par la lecture de cette thèse, je vous en donne le lien dans le descriptif de la vidéo, mais sachez que j'ai transformé un petit peu la terminologie. Moi j'utilise les termes de pensée résonante et pensée calculante, alors que dans cette thèse on trouve les termes logique naturelle et logique formelle. Alors pourquoi j'ai fait cette transformation? Tout simplement parce que je n'aime pas trop le terme naturel qui renvoie trop souvent au terme évidence, et ce mot-là j'ai envie de le bannir de mon enseignement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu qui se trouve sous la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, et aussi pourquoi pas à me soutenir via Tipeee, car je vous le rappelle, à part les revenus publicitaires qui sont assez maigres, je ne dispose d'aucun financement, qu'il soit public ou privé, donc toute contribution est la bienvenue. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.